Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une ANOVA à mesure répétée ou une ANOVA mixte sur SPSS. Donc ici, je n'explique pas la théorie a fait l'objet d'une vidéo à part entière. Ici, c'est purement et simplement comment faire ce type d'ANOVA sur SPSS. Donc, on va d'abord faire une ANOVA à mesure répétée avec une seule VI intra-sujet, donc une VI within. Notre VD, c'est le BDI, le Score Beck Depression Inventory, donc à savoir à quel point les participants présentent des symptômes dépressifs. Ça, c'est notre VD, et notre VI, c'est donc le temps de mesure. Temps 1, temps 2, temps 3, avant intervention, après intervention et 1 an après intervention. Donc le but de notre ANOVA ici sera de savoir si les symptômes dépressifs, le score BDI, diminuent en fonction des temps de mesure. Donc sous-entendu, est-ce que mon intervention est efficace et permet de diminuer de manière significative les symptômes dépressifs. Voilà pour le cas. Alors, pour faire une ANOVA à mesure répétée, on va dans Analyze, General Linear Model, Repeated Measures. Et alors là, il nous demande le nom du facteur intrasujet. Donc, c'est le nom de votre VI. Ici, je vais simplement mettre temps. Donc, le temps, c'est ma VI. Il y a 3 catégories de temps, 3 niveaux de temps, temps 1, temps 2, temps 3. Là, je clique sur Add. Donc, temps, ma VI, a 3 niveaux. Là, vous pouvez lui donner un nom, c'est pas très utile. On clique sur Define. Et donc là, en fait, vous avez vos variables intra-sujet, donc le temps, et à 3 niveaux. Donc en fait, c'est un peu bizarre au début quand vous avez l'habitude de faire des ANOVA pour des données indépendantes et que c'est la première fois que vous faites une ANOVA à mesure répétée. Il faut juste vous y habituer. Donc il faut dire à SPSS, en fait, quels sont nos 3... notre VI, donc temps, mais qui est donc répété. Donc je mets simplement temps 1, temps 2, temps 3. C'est la fonction, le BDI a été transformé en logarithme népérien parce que j'avais un problème de normalité des données. Donc voilà, vous vous inquiétez pas pour ça, mais donc on est bien dans, ici avec notre variable within, donc le BDI au temps 1, le BDI au temps 2 et le BDI au temps 3. Ça, c'est donc ma variable intrasujet, ma variable within. Ensuite, on peut aller dans Plots. Moi, j'aime bien voir des graphiques. Ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe dans mes données. Là, vous mettez tout simplement sur l'axe horizontal, vous cliquez sur Ajouter, et donc on va avoir un graphique par rapport au temps. Temps 1, temps 2, temps 3. Alors, dans Postdoc, ça c'est fenêtre, on en parlera plus tard, donc celle-là ici je n'utilise pas. Postdoc, c'est vraiment quand on a des facteurs between, donc on en a des VI intersujets. On va par contre dans Save pour avoir les résidus standardisés. Ça c'est pour tester notre condition de normalité des résidus, donc forcément c'est extrêmement important. Et dans Options, alors moi j'aime bien avoir les moyennes pour tout le monde, mais ici, dans ce cas-ci, attention c'est très particulier, ça ne marche pas. Il faut mettre le temps à droite, comme ça on peut cliquer sur le Compare Main Effects, donc comparer les effets principaux. Et là, on peut demander en fait un test de Bonferroni, donc le test post-hoc de Bonferroni, pour la variable within, la variable intrasujet. Voilà comment on demande les tests post-hoc pour des variables intra. On coche test d'homogénéité. On peut avoir les descriptives si ça vous intéresse. Et voilà. Avec ça, on a tout ce qu'il nous faut pour avoir notre ANOVA. On peut la lancer. Alors, je vous rappelle que la première chose à faire dans une ANOVA, c'est vérifier les conditions d'application. Donc, pour une ANOVA à mesure répétée, on regarde le test de mots-clés, la sphéricité, on voit que c'est significatif. Entre guillemets, ce n'est pas grave parce que le test de l'ANOVA prévoit justement une correction de Greenhouse-Geiser au cas où l'ANOVA, le test de mots-clés serait significatif, ce qui est le cas. Donc ce n'est pas dramatique. Par contre, ce qu'il faut absolument vérifier, c'est la normalité des résidus. Donc j'avais été dans Save et j'avais demandé à sauvegarder les résidus. Là, il y a 3 résidus qui sont apparus.
Tout simplement parce qu'il y a les résidus standardisés pour le temps 1, pour le temps 2 et pour le temps 3. Donc j'ai autant de résidus et donc autant de QQ-plot à faire que je n'ai de temps de mesure. Donc pour faire les QQ-plot, on va dans Descriptive Statistics, QQ-plot, et là on met les 3 variables, mes 3 résidus, et on clique sur OK. On voit que le premier est tout à fait normal, le deuxième également, et le troisième aussi. Du coup, ma condition de normalité des résidus est respectée. La troisième condition d'application pour une ANOVA à mesure répétée, c'est simplement l'indépendance au sein de chaque groupe. Mais ça, à partir du principe qu'elle est vérifiée. Du coup, je peux passer à la deuxième étape de l'ANOVA en n'oubliant pas que mon test de sphéricité n'est pas vérifié. La condition n'est pas vérifiée. Du coup, ma deuxième étape, c'est interpréter le tableau d'ANOVA. On a la variable temps ici qui est donc ma VI. Et donc cette ligne-là, c'est dans le cas où la sphéricité est vérifiée, ce qui n'est pas le cas. Du coup, on regarde la deuxième ligne, la ligne de Greenhouse-Geiser, qui est donc la correction à appliquer et donc à prendre en compte si la sphéricité n'est pas vérifiée. La p-valeur est significative, autrement dit, ça signifie que le BDI, le score BDI, varie significativement en fonction du temps de mesure. Les moyennes du test BDI n'est pas les mêmes en fonction du temps de mesure. Voilà pour l'étape 2, tout simplement. Étape 3, eh bien, on va voir donc le test post-hoc que j'ai demandé, qui est ici, où donc il s'agit d'un Bonferroni et où on voit à chaque fois les comparaisons de moyenne 12 à 2, temps 1 par rapport au temps 2, temps 1 par rapport au temps 3, temps 2 par rapport au temps 1, temps 2 par rapport au temps 3, et alors temps 3 par rapport au temps 1 et temps 3 par rapport au temps 2. On voit que tout est significatif. Je vous rappelle que c'est Bonferroni, donc il n'y a pas de correction de Bonferroni appliquée. Elle a été appliquée par SPSS. Bonferroni est mis là. Donc, on prend le seuil habituel à 0,05. Et ici, donc on voit que tout est significatif. Quand on regarde les moyennes, on voit que le BDI, le score BDI est plus élevé en temps 1, un peu moins élevé en temps 2 et encore moins élevé en temps 3. Du coup, vu que tout est significatif, ça signifie que le score de dépression en temps 1 est significativement plus élevé qu'en temps 2, donc après l'intervention, et le score après intervention au BDI est lui-même significativement plus élevé qu'en temps 3, soit 1 an après intervention. Voilà pour ça, et alors le plot ici que j'avais demandé, le graphique, c'est tout simplement celui-là. Avec ça, on a tout regardé pour la mesure répétée. Donc maintenant, on va pouvoir passer à une ANOVA mixte. C'est-à-dire qu'on va maintenant faire une ANOVA 2 avec une variable indépendante répétée, intrasujet, within, et une VI, une variable indépendante, between ou intersujet. Donc, pour ça, je vais dans Analyze, General Linear Model, et ici mesure répétée. Donc ça ne change pas, c'est la même chose. J'ai donc ici bien ma VI intrasujet à 3 niveaux qui s'appelle temps. Je vais en fait rajouter maintenant un facteur, donc une VI intersujet qui est le genre. Donc là, j'ai bien une VI intrasujet à 3 niveaux et une VI intersujet à 2 niveaux, mais ça c'est pas spécifié ici, c'est pas important. Ma VI intersujet est donc là. Donc, plots, j'ai un plot en fonction du temps, donc ce que je vous avais montré tantôt. Je peux également demander, vous savez, c'est pour l'interaction entre genre et temps. Donc, je mets d'abord genre et puis temps, je clique sur Add, et puis je fais l'inverse, je mets temps et puis genre, et je clique sur Add, et donc là, ça va me donner, au total, j'aurai 3 graphiques, 3 plots. Test post-hoc. Test post-hoc, je vous avais dit, ce bouton-là, il sert pour les VI intersujets. Ici, on en a une. Alors, je pourrais faire ça, mais je vous rappelle que le genre est une variable indépendante à 2 niveaux. Donc, si je lui demande de me faire un Bonferroni pour le genre, SPSS va encore me dire que je suis un peu bête et que ça ne sert à rien, vu qu'il y a moins de 3 catégories. Mais donc, si vous avez 3 catégories, s'il y a un 3e genre qui existe, faites demander des tests post-hoc et Bonferroni, ou un autre, si vous voulez,
pour avoir les tests. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est donc pas utile, vu qu'on n'a que 2 catégories. Save, toujours nos résidus, très important. Et options, test d'homogénéité, toujours important. Descriptif, j'aime bien les avoir. Et alors là, je laisse comme ça. Comme ça, je peux avoir, donc, parce que si maintenant je mets ici, je pense que ça va foirer. Donc, ici, le but de ce tableau, c'est purement et simplement d'avoir les post-hoc pour la variable répétée, qui est donc le temps. Donc ça, je peux laisser comme ça. Et voilà, nous sommes prêts, donc nous pouvons y aller. Alors, c'est une ANOVA où il est marqué ici, comme ça je vérifie bien que j'ai bien tout encodé. Dans mes facteurs intra-sujets, j'ai temps 1, temps 2, temps 3. Qui correspond, donc temps 1, temps 2, temps 3, qui correspond au BDI en temps 1, au BDI en temps 2 et au BDI au temps 3. Ça, c'est ma variable intra-sujet à 3 niveaux. Mon facteur inter-sujet, between, c'est le genre homme-femme. Les descriptives. Alors, donc, c'est une ANOVA. Première chose à faire, les conditions d'application. Je rappelle que donc l'indépendance des données est valable, il faut faire en fait les deux ici. Il faut faire l'indépendance des données pour les variables between, donc de nouveau, il n'y a pas de raison, enfin c'est une condition qui est toujours respectée en soi. Pour le genre, il n'y a pas de raison de croire que les résultats d'un participant aient contaminé les résultats de l'autre. Et pour la variable intra-sujet, c'est donc l'indépendance des données, mais au sein de chaque groupe, au sein de chaque temps de mesure. Et de même, il n'y a pas de raison de croire que les résultats d'un participant aient contaminé ceux d'un autre. Donc l'indépendance, c'est bon. Indépendance des données et indépendance des données au sein de chaque groupe. La deuxième condition d'application, c'est l'homogénéité des variances et la condition de sphéricité. Donc ici, on a les deux. Parce que, en fait, vu qu'on a une variable between, le test de Levené est remplacé par le test de Box, qui est donc exactement la même chose que le test de Levené, mais adapté à une ANOVA mixte. Il est significatif. Dans mon autre vidéo, j'avais dit, écoutez, faites comme s'il ne l'était pas, tout simplement, pour qu'on puisse continuer malgré tout. De nouveau, ici, ma base de données elle est 100% fictive, donc je dois bidouiller parfois des trucs pour que ça passe. C'est pas toujours facile. C'est pas une vraie base de données, c'est vraiment pour... le but est purement pédagogique. Donc, partons du principe que c'est non significatif et que donc ma condition d'homogénéité des variances est respectée. Et alors, il y a le test de Mauchly pour la sphéricité. Donc, pour la variable intra-sujet, c'est le test de Mauchly de sphéricité. Et pour la variable inter-sujet, c'est le test de Box qui correspond en fait au test de Levené. Alors, la sphéricité est donc significative, mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas très grave parce qu'il y a correction de Greenhouse-Geiser. Et alors, la troisième condition d'application, qu'on n'a pas encore vérifiée, c'est donc de nouveau les résidus. De nouveau, j'ai 3 nouvelles variables ici qui se sont créées, vu que j'ai fait une nouvelle ANOVA. Et ça, je vais dans Analyze, Descriptive Statistics, QQplot. Je mets mes 3 nouveaux résidus, donc résidus pour les temps 1, temps 2 et temps 3 de ma nouvelle ANOVA. Je teste. Et je vois que temps 1 suit une distribution normale, temps 2 également, et temps 3 aussi. Donc, mes conditions d'application sont respectées. Je peux passer à l'étape 2 de l'ANOVA, qui est donc l'interprétation de l'ANOVA. Alors, ici, j'ai un tableau un peu plus complexe que pour une mesure répétée, vu que c'est, de nouveau, on est dans une ANOVA 2 mixte. J'ai mon effet principal du temps. Je regarde à la ligne de Greenhouse-Geiser, vu que la sphéricité n'est pas vérifiée, et je vois que c'est significatif. Autrement dit, le score au BDI varie significativement en fonction du temps de mesure. Les 3 moyennes, mu1, mu2, mu3, qui correspondent aux 3 temps de mesure, ne sont pas les mêmes. Ici, j'ai mon interaction entre le temps et le genre, donc entre ma VI intra et ma VI inter-sujet. Interaction non significative. De nouveau, on regarde ici la deuxième ligne. Très bien. Et alors, là où il est important de regarder, c'est mon tableau des effets intersujets, parce que donc j'ai ma variable genre. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une ANOVA 2. Alors certes, elle est mixte,
et tout ce que vous voulez, mais c'est une ANOVA 2. Donc une ANOVA 2, ça veut dire 3 hypothèses. Effet principal 1, effet principal 2 et interaction. Là, on avait l'effet principal 1 et l'interaction, et ici, on a l'effet principal 2. Le genre est également significatif. Donc le genre a également une influence significative sur le score au BDI. Étape 2, validée. Donc je sais que mes deux effets principaux sont significatifs. Par contre, l'interaction ne l'est pas. Du coup, je vais aller à l'étape 3. L'étape 3, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des tests post-hoc pour chaque effet principal significatif. Donc ici, les deux. Donc je dois avoir un test post-hoc pour le genre et un test post-hoc pour le temps. Enfin, je dis pour le genre, mais de nouveau, je rappelle que vu qu'il n'y a que deux catégories, ce n'est pas nécessaire, on peut juste regarder les moyennes. Mais il faut quand même faire quelque chose pour déduire quel genre a une moyenne différente de l'autre, a une moyenne plus élevée. Donc, pour le genre, je vais regarder les moyennes, pas besoin d'en faire un test post-hoc. Pour le temps, je vais regarder le test post-hoc. Et pour l'interaction, s'il avait été significatif, j'aurais regardé les graphiques pour les interpréter. Bon, on va commencer par le genre. Alors, j'ai les moyennes quelque part. Donc, voilà. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas la moyenne des femmes indépendamment du temps de mesure et la moyenne des hommes indépendamment du temps de mesure. Donc, je vais devoir un petit peu utiliser mon cerveau. Je sais qu'il y a une différence entre hommes et femmes. En temps 1, je vois que les femmes ont une moyenne plus élevée que les hommes. En temps 2, je vois que les femmes ont une moyenne plus élevée que les hommes. En temps 3, je vois que les femmes ont une moyenne plus élevée que les hommes. Du coup, j'en conclus quoi? J'en conclus que, peu importe le temps de mesure, c'est ça l'effet principal du genre, hein, c'est que indépendamment des autres variables qu'on utilise dans l'ANOVA, il y a un effet du genre qui va colorer les résultats que l'on a au BDI. Être une femme signifie qu'on a un score moyen au BDI significativement plus élevé que quand on est un homme. Donc le genre c'est ça. Les femmes présentent des symptômes dépressifs significativement plus élevés que les hommes. Ça c'est pour l'effet du genre. Maintenant, pour l'effet principal du temps, donc de la variable répétée et de la variable intra, je regarde le Bonferroni ici que j'ai fait, qui est le même que tantôt. Donc tout est significatif. Donc les trois temps de mesure sont significativement différents des deux autres à chaque fois. Et où on peut conclure la même chose qu'en temps 1, les gens, donc indépendamment de leur genre, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, on observe une moyenne significativement plus élevée pour le temps 1. Les symptômes dépressifs diminuent de manière significative au temps 2 et de nouveau, entre le temps 2 et le temps 3, on observe encore une diminution significative des symptômes dépressifs. Voilà pour les deux effets principaux. Et alors, donc là, c'est les plots qu'on a demandé. Ben de nouveau, ça c'est celui par rapport au temps, où on voit bien la diminution. On voit bien qu'il y a une très belle diminution entre le temps 1 et le temps 2. Et une diminution qui, selon les tests post-hoc, est également significative entre le temps 2 et le temps 3, mais on voit que c'est déjà plus plat, ce qui en soi est tout à fait normal, vu qu'il n'y a plus d'intervention en cours. Et alors, ça c'est les plots qu'on avait demandé, plots d'interaction entre le genre et le temps. Donc, de nouveau ici, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas d'interaction, donc de nouveau, il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder ces plots, mais moi je vous invite à le faire pour muscler votre esprit en la matière, pour que ce soit automatique. Donc pas d'interaction, les lignes sont parfaitement parallèles, hein, donc effectivement, le manque d'interaction est assez flagrant. Mais on voit quand même l'effet principal du genre. Par exemple, la moyenne des femmes, elle doit être plus ou moins ici, indépendamment du temps de mesure. La moyenne des hommes, elle doit être plus ou moins ici. On voit bien qu'il y a quand même un bel écart entre les hommes et les femmes. Et donc, l'effet du genre est assez visible. Pour le temps, on voit quand même que peu importe qu'on soit un homme ou une femme, au temps 1, on est plus ou moins là. Au temps 2, on est plus ou moins là. Au temps 3, on est plus ou moins là. Donc, il y a quand même un écart assez marqué entre le temps 1 et le temps 2. Temps 2, temps 3, ce n'est pas vraiment flagrant. Du coup, ça servent de nouveau les tests post-hoc, parce que les tests post-hoc ont dit clairement qu'il y avait une différence qui était encore significative entre le temps 2 et le temps 3. Sur le graphique, on pourrait passer à côté. Et ça, c'est exactement le même graphique, mais en inversant donc les deux variables. De nouveau, la différence entre hommes et femmes, elle est assez flagrante, où les femmes ont clairement un score plus élevé que les hommes au BDI. Et on voit quand même une belle diminution, surtout du côté des femmes. Mais de nouveau, interaction non significative, donc je ne peux pas parler comme ça, mais c'est juste, en tout cas graphiquement parlant,
tandis que la définition a également lieu chez les hommes, mais semble un peu plus plate. Et voilà, bah écoutez, pour l'ANOVA mixte, c'est donc terminé. Donc de nouveau, on peut faire une ANOVA 3 également. Hein. Donc si vous voulez faire une ANOVA 2, 3 avec un mélange de facteurs within et de facteurs between, bah, vous n'avez qu'à suivre la même approche. Donc il y a moyen de complexifier comme ça les ANOVA. Maintenant, n'oubliez pas de nouveau, une ANOVA 3, ça veut dire 7 hypothèses à vérifier. Donc de nouveau, ça devient de plus en plus costaud au fur et à mesure qu'on rajoute des VI. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée à vous.